C'était le mercredi 30 septembre 2013 à l'Institut d'études des relations internationales ILIRI, situé au 7-11 avenue des Chasseurs dans le 7e arrondissement de Paris, qu'a été organisée une conférence dirigée par M. Michel Gali, professeur des relations internationales et stratégiques. Signalons au passage que Mme Rivoire Stéphanie, la conférencière, cette éminente analyste financière des grandes banques d'affaires de la City à Londres, a été élue au mois de juin 2013 à la tête de l'ONG Action contre la faim. On retiendra pour l'essentiel de son intervention sa volonté manifeste de donner un souffle nouveau à l'action humanitaire. Le relationnel plutôt que l'émotionnel est le nouveau credo de la nouvelle capitaine de l'ONG Action contre la faim. Que fait Action contre la faim dans ce genre de situation? On s'occupe principalement des enfants qui souffrent de la forme la plus grave de la faim, qui est la malnutrition aiguë sévère. Donc voilà le type d'enfants qu'on traite, auxquels on est confronté aussi en tant qu'humanitaire, on n'est pas équipé, personne n'est équipé, mais moi je ne l'étais pas en tout cas, pour faire face à ce genre de situation. Mais on voit les miracles faits par ces traitements qui sont peu coûteux, faciles à mettre en place et qui sont d'une efficacité redoutable. C'est 95% des enfants, mis à part les cas vraiment extrêmement graves avec une complication médicale pulmonaire, cardiaque ou des rapports mère-enfant compliqués, mis à part cela, 95% des enfants en sortent guéris. C'est-à-dire qu'ils sont en bonne santé et sans séquelles de la faim. Et ça, c'est quand même très satisfaisant en tant qu'humanitaire de voir le travail fourni. Donc ça, je crois que ça fait plus à 1,5 kg. Je ne sais pas si vous voyez un peu la taille. Et puis on rencontre des cas où ça ne marche pas. Ça, c'est une petite fille de 2 ans qui n'a jamais marché, qui souffre de la faim depuis quasiment sa naissance. Donc bon, on voit des problèmes mère-enfant liés à des traumatismes dont on ne comprend pas tout, mais on sait qu'il y a quand même des choses derrière. Et bon, bah voilà, on est là pour ça. Et puis des rencontres insolites avec, si vous la reconnaissez, Condoleezza Rice, qui j'ai le plaisir d'avoir une réunion, mais aussi Cat Stevens, si vous voyez qui c'est, qui est devenu Youssouf Islam. Là, voilà, j'en reçois un coup de fil, il faut absolument venir tout de suite aux Nations Unies. Ah bon, pourquoi? Il y a Youssouf Islam qui est là. Youssouf Islam, c'est qui ce gars-là? Et sur le chemin, c'est Cat Stevens qui a débarqué comme ça. Donc on fait des rencontres intéressantes au milieu de nulle part. Avec ma petite cuisinière qui me faisait monter, mon bureau en haut à gauche avec mon prédécesseur, mes collègues. Donc voilà, on a notre propre vie sur place. Un petit tour maintenant au Burkina Faso, rapidement, parce que sinon je vais à 3 heures là. Le Burkina Faso, Ouagadougou, ville très dynamique au centre, et une région isolée de la Diapaga complètement à l'est, avec un taux par exemple d'inalphabétisation de 90% chez les femmes, pour vous donner un indice de développement sur place. Donc nous voilà en route pour Diapaga. Donc Ouagadougou est quand même une ville avec des routes, tout comme Khartoum d'ailleurs avait des routes. Et puis après, on se dirige vers la campagne, avec, ça c'est un petit exemple de digue avec des plantations aquatiques. Une ville est toujours donc typique africaine, des larges routes et assez peu d'étages, concept escalier, milieu africain assez rare. Un péage, assez simple, assez basique. Un marché sur le chemin, ça c'est voilà, on y vend diverses choses, c'est vraiment ultra varié. Et nous voilà à la mairie de Logobou, où j'ai le plaisir de rencontrer le maire. Donc il y a tout le concept de préséance en Afrique, donc c'est très important. Là je crois à l'époque j'étais vice-président, mais c'est déjà pas mal. Et donc du coup c'est tout un protocole. Et on visite les réalisations, et là on va vous parler des latrines. Alors, c'est très très sexy de parler des latrines. Voilà la latrine classique, appelée sans plat. Donc c'est un trou en fait, c'est un trou. Avec comme une petite dalle bétonnée autour, mais là, beaucoup mieux, l'éco-salle. Alors, la latrine écologique, c'est quoi? C'est une latrine qui sépare les excrétas, et oui, on parle de choses vraiment très intéressantes de l'urine, et qui permet, par un système de récupération, de produire des engrais tout à fait écologiques. L'urine, vous ne le savez surtout pas, se dessèche en quelques semaines par cette fameuse chaleur de 40 degrés et devient donc hygiénique.
parfaitement manipulable et permet de produire un engrais de jardins potagers qui sont aux alentours. Sur les excrétas, c'est un peu plus long. Donc il faut de fosses pour que ça sèche vraiment et que ce soit complètement hygiénifié. Mais néanmoins, ça marche très bien aussi. Alors vous imaginez, c'est très bien, parce que les engrais c'est cher. En plus d'être non écologiques, quand on les achète en Roundup américain, vous imaginez les dégâts en Afrique. Là, c'est parfaitement écologique, c'est gratuit. Bon, il faut quand même passer le stade un peu psychologique de la manipulation des excréments humains. Mais néanmoins, une fois que ce barrage psychologique est passé et fortement motivé par l'économie de l'affaire, les gens sont quand même assez contents d'avoir ça. Mais ça met quand même un petit peu de temps, il faut leur faire des jardins types pour montrer que ça marche bien, mais moi j'aime bien ce principe d'à la fois construire une latrine, donc éviter toutes les maladies hydriques, etc., mais en plus produire un engrais biologique. Une petite pompe en passant, hein, on ne fait jamais un déplacement de voyage humanitaire sans visiter les pompes. Et puis une manifestation événementielle. Alors c'est vraiment la journée du lavage des mains, sauf que en Afrique ils font ça de manière extraordinaire. Ils vous font du théâtre, de la danse, des lotos, des jeux, etc. Pour vraiment, ils martèlent le message. Moi je suis restée 6 heures dans un fauteuil en velours, à 45 degrés sous une petite tente. J'ai perdu, mais alors, toute l'eau que je pouvais avoir dans le corps. On m'offrait absolument rien à boire, donc j'étais complètement liquéfiée. Mais comme j'étais persona grata, tu vas pas chercher ton sac à dos, et là, il va chercher le sac à dos. Et il me raconte ça. Donc là, bon, inutile de vous dire que j'étais pas très très contente de sa réaction, mais je sais pas ce qui aurait pu lui arriver. Enfin, je veux dire, non, pas de sac à dos, boum, tac, plus d'humanitaire. Donc du coup, c'est des risques réels, dangereux, c'est pas un métier comme les autres, de ce point de vue-là. Et on a subi ça, on a subi des kidnappings longs. Je suis ravie que les kidnappés aient été libérés. Nous, on a eu 9 mois de kidnapping sur 4 humanitaires et 2 pilotes. Ça a été hyper discret, ils ont été libérés, mais effectivement, c'est pas facile à gérer, c'est très 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 long. Plus une humanitaire, Agnès Dury, assassinée au Burundi. Donc voilà, ce n'est pas sans risque. C'est un métier formidable, mais il n'est pas sans risque. Voilà. Alors, merci Stéphanie. Tant que j'y suis, merci à vous tous qui êtes venus, même d'anciens élèves, même la presse, même des amis africains. Donc ça suscite un intérêt très large, visiblement. Donc on a, je crois, jusqu'à 8 heures. Hein. Voilà. Et je me permettrai de poser quelques questions. Voilà, c'est le privilège d'avoir organisé ça, cette manifestation. D'abord, je crois, une petite précision. Hein. Stéphanie va me dire si c'est vrai, mais il m'a semblé voir dans les photos noir et blanc du Darfour des photos, des extraits de l'ouvrage que tu as publié sur le Darfour, dont tu as eu la modestie de ne pas nous donner les coordonnées, mais c'est peut-être le moment. Alors si ça ne marche pas, je vais te répéter ça pour répondre, et celui-là, on va le laisser comme micro-baladeur. Alors en plus, tu m'avais demandé d'amener le livre, et naturellement, j'ai oublié. Donc oui, effectivement, quand j'étais au Darfour, j'en ai profité, et photographe, j'ai profité pour faire pas mal de photos et écrire des petits textes qui relataient ma vie de tous les jours et donner un éclairage extrêmement naïf sur le métier d'humanitaire, mais qui avait le mérite d'être quelque chose qui était proche des gens qui ne connaissent pas l'humanitaire. Donc j'en ai fait effectivement un ouvrage qui était aussi au profit d'Atout contre la faim, donc qui permet aussi de parler du Darfour et de l'Atout humanitaire. Merci. Alors, vous avez eu, vous voyez, c'est beaucoup plus concret que le cours sur l'action humanitaire. Hein. Il y a vraiment du concret dans plusieurs pays africains. Donc, entre le premier second semestre, entre l'Afrique et l'action humanitaire, vous avez une excellente, au moins, exemplification. Hein, et puis aussi réflexion, parce que vous avez en même temps un état de l'humanitaire. Et puis, pour ceux qui connaissent ce qu'il y avait avant, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Et à un moment, vous savez, on disait changer la vie. En tout cas, Stéphanie Rigoal, elle a changé sa propre vie, et sans doute celle des autres. Et puis peut-être, ça c'est la question que je vais lui poser, elle et d'autres, et peut-être tous ensemble, on va commencer à changer l'action humanitaire elle-même. Alors sans dire révolution dans l'action humanitaire, il y a en tout cas des évolutions.
Et je vais lancer le débat, en tout cas le questionnement sur plusieurs points. Par exemple, le rapport avec la géopolitique, le rapport avec la réflexion, avec un site dont je vous parle tout le temps, Grotius, géopolitique et l'humanitaire. Et puis un rapprochement, et il y en a bien besoin, avec les sociétés africaines, avec des partenaires nouveaux, qui sont les médias, les chercheurs, les associations, les ONG spontanées, et comment on va s'articuler avec eux. Donc voilà, si tu peux nous donner quelques indications sur comment ce champ de l'action humanitaire se transforme. Alors c'est sûr que par rapport à il y a 10, 20 ans, on a déjà changé, mais c'est compliqué de le faire parce qu'il y a une espèce de blocage culturel que certaines ONG ont déjà dépassé. Action contre la faim est en cours de faire. Bref, les French Doctors, il y a 30 ans, c'était vraiment ceux qui arrivaient et qui faisaient distribuer eux-mêmes le riz, etc. Les fous furieux de l'Arche de Zoé, on s'imaginait que c'était exactement ça qui se passait. Ils étaient alors, complètement à côté de la plaque de ce point de vue-là. Et parce que ça a changé, et ça doit changer. On est l'ancien pays colonisateur et il faut changer cette manière de voir les choses. Même si elle est encore très imprimée chez nous, sans qu'on s'en rende vraiment compte, mais elle l'est. C'est-à-dire que quand on arrive dans un pays, a-t-on l'humilité de demander aux gens comment ils font, comment ils ont fait pendant 10 ans, avant de leur dire « Ah bon, faites comme ça, et si on faisait comme ça ?» L'humanitaire, au départ, il arrive avec un kit. Nous, on est producteurs de kits, mais alors, à ne plus savoir qu'en faire. Des guides pratiques de comment on va faire le jardin potager, comment le kit, le guide, le manuel, comme ça, super, génial. On arrive, doit-on véritablement mettre en œuvre ce qu'on a ou doit-on, dans un premier temps, comprendre? On fait analyse des besoins, c'est pas mal. Mais ce qu'il va falloir faire bientôt, c'est analyse des besoins et des pratiques, et des cultures, et des sociétés, et d'étendre le besoin à comment déjà ces gens qui ne sont quand même pas complètement dénués d'intelligence, ayant au moins le respect de le dire, ont fait depuis des dizaines d'années, sans nous. Et parfois on se rend compte que notre idée extraordinaire de plante n'a aucun sens. Parce que la terre ceci, parce que le climat cela, parce que le soleil je ne sais quoi, ou parce qu'ils ont d'autres choses à faire à tel moment, et que ça ne va pas être possible. À la suite de son exposé, qui a été suivi avec beaucoup d'intérêt par les étudiants, il y a eu une série de questions-réponses avec l'auditoire de cette prestigieuse école. Bonsoir madame. Bonsoir. Voilà, vous venez de faire une conférence aux étudiants de l'ILERI. C'était quoi le thème de cette conférence et qu'est-ce que vous-même en tant que conférencière, est-ce que vous pensez que votre message a été perçu par ces étudiants-là? Je crois que je suis venue parler du métier d'humanitaire, de la perception qu'on peut en avoir, de la gratification qu'on peut en tirer, de son image et son impact dans le pays d'intervention. De ce point de vue-là, j'ai observé des étudiants très sensibles et réceptifs qui effectivement, et j'étais pas venue pour rien, avaient peut-être une image de l'humanitaire encore un petit peu idéalisée et qui ont, je le souhaite, appris des choses sur la manière dont on travaille vraiment dans les pays et dont on souhaite encore plus travailler plus tard. À savoir, pour résumer en 2 mots, travailler dans les pays aux côtés des populations, avec les populations et non pas simplement pour les populations en appelant des solutions toutes faites dans les pays où on intervient. Vous pensez que les ONG aujourd'hui doivent se taire sur l'action politique même des décideurs? Alors je suis sûre aujourd'hui que les humanitaires vont devoir avoir des discours un peu plus politiques, ne serait-ce que parce que les causes des problèmes qu'ils essaient de résoudre sont d'origine politique. La faim est un problème politique. On a vu des pays comme le Brésil prendre une décision politique de résoudre le problème de la faim et y arriver de manière formidable. On a envie d'ailleurs, à Action contre la faim, d'organiser une conférence en Afrique, sans doute à Dakar, qui serait sur le thème de la faim zéro au Brésil, peut-on l'appliquer à l'Afrique? Sans doute pas tel quel, mais comment des modèles politiques pour adresser le grand problème qu'il y a à faire dans le monde pourraient être applicables à l'Afrique? Comment est-ce qu'on fait de partir de la banque à l'action humanitaire?
Malgré tout ce qu'on peut dire, moi je trouve pas ça antinomique. Moi je suis une seule et même personne. J'ai fait de la banque d'affaires parce que je trouvais ça intéressant de travailler sur des produits financiers. Je continue à penser que la banque a un rôle important à jouer dans l'économie mondiale. Intellectuellement c'est satisfaisant. Ensuite j'ai fait autre chose parce que j'en avais envie. J'avais envie de donner un peu plus de sens à mon action et de mettre mes compétences au service d'une cause. Donc j'ai changé l'orientation. Mais pour moi je suis la même personne qui maniait des chiffres en banque d'affaires et qui aujourd'hui manie aussi des chiffres dans l'humanitaire. Oui, mais bon, je veux dire, entre la banque c'est-à-dire qui est dans la rigueur financière, est-ce que cette même rigueur-là, vous la mettez en place au niveau des pays qui sont en guerre? Parce qu'en fait, vous gérez un peu l'après-guerre, ou alors même vous gérez même la guerre aussi, par moment. Je trouve pas ça, je pense que c'est mon apport personnel dans le poste que j'occupe aujourd'hui en tant que présidente de l'Action contre la faim. On doit se structurer, on doit mettre des chiffres au regard de notre action pour qu'elle soit mesurable, pour qu'on puisse l'expliquer et pour qu'on puisse convaincre les gens, les décideurs politiques, les bailleurs de fonds, d'agir à nos côtés. Si on ne présente pas les résultats avec des chiffres de notre action qui peuvent être le nombre de Syriens déplacés actuellement, 4 millions, le nombre, 2 millions, pardon, 4 millions dans la Syrie, 2 millions à l'extérieur. Si on ne dit pas le nombre d'enfants qui sont déplacés, 1 million, si on ne met pas à côté de ça le budget qu'il faut allouer pour résoudre la situation à laquelle ils sont, on ne peut pas parler de notre action. Donc pour moi, ma rigueur, je ne sais pas si elle n'est pas la même. Naturellement, oui, c'est plus rigoureux en bande d'affaires que dans l'humanitaire aujourd'hui. Mais je pense que, j'espère que les méthodes de travail qui sont basées sur la rigueur, l'impact et la bonne gouvernance, les bonnes pratiques seront applicables à l'humanitaire aussi. Bon, dernière question, en tout cas, avant de vous laisser partir. Est-ce que vous avez des priorités? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des pays qui sont prioritaires pour vous? Aujourd'hui, je pense que prioritaire est la bande sahélienne dans son ensemble et qu'il faut l'aborder de manière globale parce qu'en fait les problématiques, même si elles sont locales, le Mali va être un peu différent du reste bien sûr, en approche globale sur comment aider les agricultures à se développer dans cette période, dans cette zone et faire face aux sécheresses structurelles, c'est une priorité pour nous, numéro 1. Je vais mettre la RCA en ce moment qui est vraiment un pays sur lequel on travaille beaucoup et qui est en passe de subir, on le voit venir, une nouvelle crise potentielle, donc on est très vigilant sur la RCA. On va forcément parler de la crise syrienne en Syrie, mais c'est très compliqué d'accès, mais aussi en périphérie, où les pays à côté sont en train de complètement se transformer. Le Liban et la Jordanie, ça ne va pas pouvoir durer très longtemps. Et je mettrai un dernier point sur l'Inde, où c'est un pays développé, mais qui pourtant a énormément d'enfants qui souffrent de la faim, et on veut agir là-bas. C'est compliqué en Inde d'agir, il faut qu'on agisse avec des Indiens exclusivement, c'est pas simple du tout, mais ce serait ma dernière priorité. En tout cas, merci beaucoup, madame.